On passe à l'étape suivante. Ça devient plus concret. Venez avec nous dans l'écran noir. Bienvenue dans notre écran noir. Cette vidéo est consacrée à la configuration de Hibernate avec toutes les améliorations possibles. Pour rappel, Hibernate est un ORM, Object Relational Mapping, qui est en fait une implémentation de JPA dont le rôle est de faire le lien entre les objets Java et les tables d'une base de données relationnelle, en facilitant la gestion de la persistance des données sans avoir à écrire manuellement du code SQL. Bon, avant d'aller plus loin avec Hibernate, je pense qu'on devrait intégrer un vrai système de logs. Je pense à SLF4j. C'est ce qu'on appelle une façade de logging en fait. Et SLF4j fournit une interface unique pour gérer des logs, peu importe le moteur qu'il y a derrière. On peut le brancher à Logback, Log4j ou même le système de log Java standard. Donc, on code avec SLF4j et si on change d'outil de log plus tard, on touche à rien? Voilà, c'est l'avantage. On sépare le code métier de l'implémentation technique du logging. Nous allons tout de suite nous rendre sur le site MVN Repository pour pouvoir récupérer cette bibliothèque. On va taper SLF4j et une fois arrivé, on va récupérer la version qui est sortie en janvier 2024. C'est la version 2.1.0-alpha 1. Et puis, on va penser aussi à récupérer une autre bibliothèque qui est Logback, qui est une implémentation en fait. Il y a Logback Core et Logback classique. Le Logback classique, basé sur le Logback Core, est l'implémentation concrète du logging compatible avec SLF4j. Et nous allons récupérer tout ça et on va déposer tout ça ici dans notre fichier pom.xml. Maintenant qu'on a ajouté les dépendances SLF4j et Logback, tu vas voir, pas besoin d'écrire une configuration tout de suite pour les logs. Attends, tu es en train de me dire que ça marche sans configuration? Oui, c'est exactement ça. Regarde bien. Je vais écrire un logger directement dans la classe app.java. Private static find logger. Il faut bien choisir celui de la bibliothèque SLF4j. On donne un nom. D'accord. Logger factory. Get logger et on indique la classe et app.class. Bien. Et ici, on va juste loguer une information. Logger.info. Bien. On va dire restore manager app is starting. Bien. Et on va lancer l'application pour voir le résultat. D'accord? D'accord, oui. On regarde ce qui se passe dans la console. SLF4j connected with provider of type Logback. Service provider. Pas de souci. Et voici l'information qui est affichée. Restore manager app is starting. Donc, on n'a pas configuré et on a l'information dans la console. Plus tard, nous allons configurer histoire d'avoir un truc propre, de sortir les logs dans un fichier séparé. On va faire tout ça ensemble. Pour l'instant, on va s'occuper de Hibernate. Alors, avant d'écrire une seule ligne de Java, nous allons créer un fichier de configuration. D'accord? Mais dans ce fichier de configuration qu'on va créer qui sera propre à Hibernate, on va le déposer ici dans le dossier ressources. Mais pour mieux organiser notre truc, nous allons créer un sous-dossier config. À l'intérieur de ce sous-dossier, nous allons créer un fichier qu'on nommera hibernate.config.properties. Et ici, on va mettre un ensemble de propriétés, y compris des propriétés qui indiquent à Hibernate quel dialecte qu'il faut utiliser, quel driver qu'il faut utiliser, l'URL de notre base de données, le username, le mot de passe, etc. D'accord? D'accord. Et ensuite, on peut s'attaquer à la config Java. Maintenant, ce qu'il faut savoir, Hibernate utile, c'est ce qu'on va utiliser. C'est le bon vieux fichier qui a traversé des décennies et c'est présent dans d'innombrables projets. Ce fameux Hibernate utile. Nous allons le mettre en place ici. D'accord? D'accord. Donc,
on va créer un nouveau package qu'on nommera configuration. Et ce n'est qu'à l'intérieur de ce package qu'on va créer notre fichier, notre classe Hibernate Util. Cette classe, son rôle, c'est d'exposer un objet de type Session Factory. Alors, pour aller plus vite, je vais devoir copier le contenu de ce fichier Hibernate Util. Pour rappel, ce fichier a traversé le temps, des décennies. Il est présent dans d'innombrables projets réalisés avec Hibernate. Donc, nous allons essayer de le comprendre ensemble, de comprendre ce qui se passe dedans et quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les mauvaises pratiques, etc. Ok? D'accord, oui. Donc, ce fichier, tout d'abord, le plus intéressant dedans, c'est cette méthode statique, getSessionFactory. Cette méthode est là pour nous créer une instance de Session Factory qui vient de l'ORM Hibernate. Mais cette méthode est assez intelligente pour ne pas créer une Session Factory à chaque fois qu'on l'appelle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un mécanisme pour regarder est-ce qu'on n'a pas déjà une Session Factory qui est créée. Donc, regarde dans la classe, on a un attribut Session Factory qui est déclaré. Ok? Donc, ok, si Session Factory n'existe pas encore, alors cette méthode va se mettre à la créer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère le fichier de configuration qui est hibernate.config.properties et puis on va faire un petit test pour voir si le résultat est nul. Si le résultat est nul, ça veut dire que le fichier n'existe pas ou bien le chemin est incorrect et tout ça. Et on enlève une exception. Et puis derrière, comme on n'utilise pas du XML mais un fichier properties, donc on utilise un objet de type properties qui vient de java.util pour pouvoir en fait charger en fait les propriétés qui se trouvent dans ce fichier. On va avoir besoin d'une instance de configuration. À noter que la classe configuration que vous voyez ici vient tout droit de Hibernate. Oui. Ok. Donc on crée une instance de configuration. Okay. On ajoute les properties. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'on a besoin aussi des entités. Mais les entités, voilà comment ça s'ajoute. C'est configuration.add annotated class. Voilà, on devrait ajouter, pour chaque entité, on devrait écrire une nouvelle ligne. Mais pour aller plus vite, ils ont décidé de créer une liste d'entités à part. D'accord. Voilà, ils vont créer cette liste d'entités et s'appuyer sur cette liste pour ne pas avoir à répéter cette action plusieurs fois. Ils vont parcourir cette liste pour ne pas avoir à répéter l'action plusieurs fois. Configuration annotated class, c'est du Java 8 et plus. Parce que ici, avec cette boucle for each, normalement, on fait ça. On dit entity, on utilise un petit lambda, tu vois, et configuration.add annotated class. Et là, ça fonctionne. Mais pour faciliter les choses, on peut utiliser la méthode par référence en faisant ainsi. Configuration.add annotated class. Parfait. Une fois qu'on a configuré notre objet configuration, on peut lui demander de créer ou bien de builder, de construire la session factory. Donc, on crée notre session factory et on l'affecte à notre variable de classe qui est ici. Cas d'exception, on gère l'exception. Voilà. Et ce fichier fonctionne très bien. Et on peut même tester, bon, on va faire un test vite fait ici. Pour le test, on va demander à créer une session factory. On va ouvrir une session Hibernate. Et puis, on va demander à la session d'aller nous trouver un restaurant dont la clé primaire
à la valeur 1. Et puis, on lance l'application pour voir ce que ça donne. D'accord. Vous voyez? L'application fonctionne. On a bien notre requête qui s'exécute. Oui. Select toutes les colonnes, from restaurant, where, ça fonctionne. Notre session factory a été créée et notre session est partie dans notre base de données pour lui demander le restaurant. C'est tout simplement, il n'y a pas de restaurant qui a l'identifiant 1. Donc, ça nous retourne une valeur nulle. C'est pas grave. Ça fonctionne très très bien. Donc, comme je l'ai dit, notre bon vieux fichier, le légendaire Hibernate Utile, fonctionne très bien depuis des décennies. Mais, il y a pas mal de problèmes. Oui, il y a un problème. Vous ne le voyez pas arriver, le problème? Non? Non. Regardez bien. Regardez bien le code. Il va prendre feu. Mais pourquoi ce code prend feu? Qu'est-ce qui ne va pas avec Hibernate Utile? Il viole plusieurs principes solides. Et pas qu'un peu. SRP, Single Responsibility Principle. Hibernate Utile a trop de responsabilités. Il charge la configuration, il crée la session factory et il expose tout ça de manière statique. Résultat, chaque fois que tu veux changer un seul de ces comportements, tu modifies la classe entière, donc SRP violé. Donc, il n'est pas ouvert à l'extension. Non. Si tu veux charger une autre config, construire différemment la session ou même utiliser un autre provider JPA, tu es obligé de modifier Hibernate Utile. Tu ne peux pas le remplacer, tu dois le réécrire. Donc, OCP violé. Open Close Principle. Et en plus, les classes qui utilisent Hibernate Utile dépendent de Session Factory, qui est une implémentation spécifique à Hibernate. Elle devrait dépendre d'une abstraction. Tu vois? Donc, au lieu d'être souples, elles sont enchaînées à Hibernate. Donc, Dependency Inversion Principle violé. Et pour les tests, on fait comment avec ça? Bah, on pleure. Tu peux pas le moquer, pas injecter une alternative, pas le remplacer. Pourquoi? Ben parce que tout est statique, global et couplé à Hibernate. Résultat, tu te retrouves avec des tests d'intégration forcée au lieu des tests unitaires. C'est pas une violation de LSP ici, mais une erreur de conception anti-testabilité. D'accord. Donc, ta classe Hibernate Utile n'est pas test friendly. Alors, on va tout de suite éteindre ce feu grâce à notre extincteur qui sont les principes solides. Mais avant de se mettre au boulot et de commencer à travailler sur ce code, faites une petite pause. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit like si vous aimez ce genre de contenu. On compte sur vous pour qu'on puisse continuer à jouer aux pompiers ensemble. Avec autant de principes solides violés, c'est normal que le code ait pris feu. Alors, on va commencer par appliquer un peu de séparation des responsabilités. Chaque classe aura désormais une mission bien définie. Pas de confusion, chacun à son poste, comme dans une vraie caserne. Nous allons commencer par implémenter une interface iConfigurationSource. Sa responsabilité, c'est de définir un contrat d'accès aux configurations. Lui, c'est le chef du service logistique. Il ne dit pas comment on récupère les configs, mais impose qu'on les récupère quelque part. Ah oui. Et oui, c'est comme ça. Puis, nous allons maintenant implémenter une classe qu'on nommera FileConfigurationSource. Sa responsabilité, c'est de fournir les propriétés de configuration depuis un fichier. Donc, du coup, on va essayer d'aller plus vite. On va récupérer un petit logger. Comme ça, on va pas écrire tout ce bichi. Bien. Et on va lui dire, tu viens de File Configuration Source. Ça, c'est cool. OK. On a un logger. File Configuration Source.
On doit aussi lui dire, écoute, voilà où se trouve le chemin vers le fichier. Donc, dans son constructeur, on va dire public file configuration source string top. Voilà. On va créer un attribut private string. On doit lier cette classe à notre contrat. Donc, implement ça. Et configuration source. Ah, comme on l'a lié au contrat, la classe est obligée d'implémenter notre méthode load. Ok? Notre fameuse méthode load. Ok, je vais implémenter cette méthode. Ben, on va faire à peu près la même chose que Hibernate Util avait fait, mais différemment. Ok? D'accord. Parce que notre méthode, c'est pas une méthode statique ici. Alors, rien qu'en rentrant dans ça, on va mettre un petit logger. Info pour dire ce que ça fait. Bien. Et là, on va faire un petit choix quand même parce qu'on est en train de récupérer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer ici? On doit récupérer le fichier qu'on nous a passé dans le constructeur. On va utiliser try with resource de préférence. Bien. On va faire exactement le même test qu'on avait fait. On peut justement récupérer ce qu'il avait avec utile, puisque c'est ça qu'on est en train de transformer. Voilà. Tu vois un peu? Donc, oui. On peut toujours récupérer ça. D'accord. Ok. Sauf que nous, on va dire c'est final file exception. File exception. Ok. Arrivé ici, on sait qu'on a quelque chose. Ici, ce qu'on va faire, on va créer notre objet properties, comme on avait fait avec Hibernate Util d'ailleurs, parce que tu vois, Hibernate Util, c'est ce qu'il a fait. Voilà, on peut récupérer ça tranquillement. Voilà, tu vois, comme je t'avais dit, c'est exactement la même chose qu'on fait. Bien. Et quand tu auras terminé, c'est pas toi qui vas faire la config. Tu dois retourner juste cet objet. Return properties. Et ici, s'il y a une erreur, voilà. C'est parfait. Donc, quant à elle, cette méthode, elle ne fait pas beaucoup de choses. Son rôle, c'était de charger les propriétés dans un fichier. Ben voilà, il récupère notre fichier, il nous retourne notre propriété. Tout est bon. Alors lui, c'est le livreur de ravitaillement. Il va chercher les propriétés dans un fichier .properties, les charge et les retourner à son destinataire. Maintenant, comme on sait, on a un petit problème pour scanner les entités. Voilà, on n'utilise pas de framework pour ça. Donc, du coup, on va créer une classe Entity Scanner. Sa responsabilité, c'est de rechercher dynamiquement les entités JPA dans un package. On va lui mettre comme l'autre, un logger. Voilà. Je ne m'amuse pas à créer des loggers. Je fais ça. Voilà. Le feignant que je suis, je fais ça. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Ah oui? Hibernate Util, nous avions pris le soin de lister chaque entité manuellement. On a la chance quand même. On a environ 9 entités. Ouais. Imagine une seule seconde qu'on avait 100, 150 ou 200 entités. On aura eu une liste longue comme mon bras, comme ça. Donc, je pense qu'il faut trouver un autre moyen pour faire ça. C'est pour cela que je pense à une bibliothèque qui s'appelle Réflexion. Nous allons utiliser cette bibliothèque pour pouvoir faire tout ça. D'accord? D'accord. C'est ça qu'on va utiliser. On ne va pas reproduire le même schéma qu'ici. Alors, nous allons faire un petit tour sur le site MVN Repository. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Nous allons juste récupérer notre bibliothèque Reflection qui vient de org.reflection. On va prendre la version 0.10.2 et nous allons déposer ça tout simplement dans le fichier pom.xml tout en bas. On dépose ça ici tranquillement et on va pouvoir utiliser Réflexion pour pouvoir découvrir dynamiquement nos entités. Super. Ça c'est parfait.
on va revenir à notre fichier Entity Scanner. Et ici, on n'a qu'à lui donner le package. Il a besoin de connaître le package. D'accord? D'accord. Private string package name qu'il prend dans son constructeur. Public entity scanner string package name. Package name. Bien. Alors, lui, il doit définir une méthode qui permet tout simplement de retourner la liste des entités qui sont annotées avec la notation @entity. D'accord? D'accord. On va créer cette méthode. Public set class. Pourquoi pas? Scan for entities. Parfait. Notre set qui vient de Java utile. D'accord. Et là, on va faire appel à notre réflexion. Réflexion. Tu es où réflexion? Réflexion qui vient du package org.réflexion. Réflexion. New reflection. Et on lui donne le package. This.package name. Bien. On va lui dire, trouve-moi toutes les classes qui ont été annotées avec la notation @entity. Donc c'est set classe annoted classes. C'est réflexion l'objet get type annotated with, et là on va lui dire entity.class qui vient de Jakarta Persistence. Bien, parfait. On peut mettre un petit logger. Okay? Déjà, pour faire un petit peu de style, on va mettre un petit logger quand tu rentres. Okay? Logger.info scanning for entity annotated classes in package. C'est bien de mettre ça comme ça. Et après, on va lui donner le package name. Bien. Et à la suite, tout s'est bien passé. On peut dire logger.info found. On va dire combien on a trouvé. D'accord? Oui. Entity annotated classes. Puis là, size. Bien. Et on va retourner avec les classes. Voilà. Alors, Entity Scanner, c'est le chien de recherche. Il fouille le package, trouve les entités annotées avec @entity et le signale au reste du système. Nous allons maintenant créer une interface iJPA Provider. Pourquoi I? Parce que je l'ai dit dès le départ, nos interfaces auront le préfixe I. Donc, iJPA Provider. Sa responsabilité, c'est de définir le contrat de fournisseur JPA. C'est sa seule responsabilité. Alors, ici, nous allons tout simplement déclarer deux méthodes. Alors, ce que je vais faire, au lieu d'envoyer une exception globale comme ça, nous allons créer un type d'exception. Exception personnalisée. On l'a déjà vu dans l'une des vidéos précédentes. Ok? D'accord. Donc, ce qu'on va faire, nous allons créer
un nouveau package exception et on va déclarer une classe qu'on nommera pourquoi pas JPA Provider Exception. JPA Provider Exception. Ok? Ok, oui. Et ici, pour dire que c'est une exception, on doit extend runtime exception. Un petit constructeur. JPA Provider Exception. Alors, super. Message. Nous allons définir un deuxième constructeur. Provider Exception. String message et flowable. Ok, super. Ok. Au lieu d'envoyer une exception globale, nous allons envoyer JPA Provider Exception. Alors, cette interface joue le rôle de coordinateur des opérations. Elle impose les fonctions essentielles à tout provider JPA comme fournir une Entity Manager Factory ou fermer les sessions. Maintenant, nous allons créer une classe qu'on nommera Hibernate Provider. Sa responsabilité, c'est de fournir une implémentation JPA basée sur Hibernate. Alors, non. Java class Hibernate Provider. Donc, tout naturellement, elle doit implémenter l'interface JPA Provider. Ok. Elle sera obligée d'implémenter les deux méthodes qui sont dans l'interface. On est cool. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de récupérer notre logger, parce que moi je suis feignant, j'aime pas trop écrire tout le temps ce truc là. Ok, je récupère un logger. Je vais pas oublier de changer le nom de la classe. Cette classe, elle doit avoir quoi pour fonctionner? Il faut qu'elle ait un objet de type configuration source. Il faut aussi qu'elle ait les entités. Donc on va mettre deux arguments dans son constructeur. Là on commence à construire quelque chose. Alors, et notre ami Hibernate Util, son rôle c'était de cracher une instance de Session Factory. Il faut pas qu'on oublie ça. Faut pas qu'on l'oublie. Hein. Le rôle de Hibernate Provider aussi, c'est de cracher une instance de Session Factory aussi. Oui. C'est vrai que ça implémente JPA Provider. Oui. Ça va aussi cracher un Entity Manager Factory. En même temps, ça doit cracher une instance de Session Factory parce que ça reste quand même Hibernate Provider. On va implémenter cette méthode. Cet objet Session Factory n'est pas encore créé. Ça doit être un attribut de la classe. Jusque là, on avance petit à petit. Mais sauf que Session Factory, nulle part on l'a créé pour l'instant. On doit créer Session Factory. Bon, on va tout simplement implémenter une petite méthode privée. Cette petite méthode privée va s'occuper de créer notre instance de Session Factory. Je vais une configuration. Configuration qui vient de Hibernate. Ben, c'est comme Hibernate Util. Cette méthode doit faire un try catch aussi. Hein. En cas d'exception, il faut qu'elle arrive à gérer. Alors, on va mettre un petit info, un petit log. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dire et notre configuration. Je vais instancier un objet configuration. Oui. On va lui dire, écoute, on a déjà ce qu'il faut. On va ajouter les propriétés. Add properties. On va se baser sur l'instance configuration source qu'on a ici. Configuration source. Load. N'oubliez pas, cette méthode load vient de configuration source. Ça doit retourner un objet de type properties. Ok?
D'accord. Donc, on vient de loader les propriétés dans la configuration. On est content. Ouais. Nos classes qui sont annotées avec @entity, il faut bien qu'on les ajoute à cette configuration. Notre ami Entity Scanner va nous retourner un set de classes. C'est très bien. On a notre ami Entity Scanner qui est ici comme attribut de notre objet. Oui. On peut l'utiliser pour faire tout ça. On aurait pu dire Entity Scanner.scan for entities .for each. On aurait pu faire ça. Oui, on aurait pu faire ça. Et puis, il dit, écoute, configuration, add annotated class. Ça fonctionne très bien. Si je fais ça, je suis dans un problème. Parce que cette méthode n'a plus une seule responsabilité, mais deux responsabilités. Parce que c'est elle qui va parcourir, en fait, les tableaux en même temps. Non. On va pas faire ça comme ça. On va créer une nouvelle méthode. Cette méthode, on la nommera add annotated entities. Nous allons tout simplement utiliser notre objet Entity Scanner. D'accord? Oui. On va lui dire Entity Scanner, tu dois commencer par scanner le package. Et puis, on va utiliser notre fameuse boucle for each. Oui. Entity class. On va pas utiliser la version compacte comme on avait fait un petit peu là-haut. D'ailleurs, on va l'enlever tout à l'heure. Tu vois, parce que si on fait ça ici, ça donne trop de responsabilité à la méthode build session factory. Donc, c'est pour cela qu'on le fait ici. Et pourquoi on n'utilise pas la version compacte? C'est parce que on veut loguer des informations. Ok? D'accord. Donc, mais aussi nous assurer aussi s'il y a une entité qui plante, que ça plante pas en fait tout le reste. Donc, on va faire un petit try et configuration add annotated class. Et là, on y ajoute. Tout se passe bien. On peut afficher une petite info pour dire ok, ça, je viens de récupérer ça. Tout s'est bien passé. Ça, c'est quoi? En cas d'exception, on va catcher l'exception. On va pas laisser l'exception remonter pour faire exploser notre application. On va juste indiquer au développeur qu'il y a une erreur. On a fini avec cette méthode. Ok. Nous allons tout simplement appeler cette méthode ici. On va dire this.add. Voilà, on lui donne la configuration et c'est tout. Le tour est joué. On avance, hein? On avance très bien. On est en phase finale là. On a dit que cette méthode doit retourner une instance de Session Factory. Okay? Oui. Donc, on va lui dire return configuration.build Session Factory. En cas d'exception, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout simplement gérer l'exception. Afficher un petit message d'erreur au développeur pour lui dire qu'il y a un problème. Ici, au moment où on crée une instance de Hibernate Provider, on doit s'assurer de faire appel à Build Session Factory. This.Session Factory. This.Build Session Factory. La boucle n'est pas encore bouclée. Voilà. Il faut qu'on la boucle. On va boucler la boucle. Tu vois, ici, on a la méthode getSessionFactory qui retourne naturellement Session Factory. Ouais. Mais on a aussi la méthode getEntityManagerFactory. Cette méthode, qu'est-ce que ça doit retourner? Entity Manager Factory. Ça va t'étonner, mais je vais t'expliquer pourquoi ça va retourner la même chose. Session Factory. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on utilise Hibernate avec la version 6. À partir de cette version, Session Factory est une classe enfant de Entity Manager Factory. Wow. On va le prouver. On va faire CTRL, clic droit sur Session Factory. Et arrivé ici, qu'est-ce qu'on voit? Session Factory extends Entity Manager Factory. Donc, c'est un enfant. Super. C'est parfait. Donc, on peut retourner la même chose. La même chose. Bien. Maintenant, on va travailler avec la méthode close. On va avancer avec prudence. Si
Session Factory différent de nul et Session Factory is open. C'est seulement dans ce cas que je vais fermer une session. Un petit bloc try catch. Oui. Et puis on va assurer la fermeture ici. On va dire Session Factory .close. Cool. Et après avoir fermé la session, on peut même afficher un petit message de succès. En cas d'erreur, on doit dire écoute, il y a une erreur. Et rappelle-toi bien, on doit retourner une exception de type JPA Provider Exception. Il me dit que le constructeur n'est pas visible. Ah, on a fait une erreur ici. Ah ouais, on n'a pas déclaré en mode public. Ok, public. Ok. Nos constructeurs sont publics maintenant. Donc, on peut les utiliser. Donc là, ici, je pense qu'on est plutôt correct. Alors, cette classe Hibernate Provider, c'est le chef d'intervention. Il applique les règles, configure Hibernate, récupère les entités, construit la Session Factory et maintient le tout sous contrôle. Alors, nous allons essayer de retourner dans la classe app.java et de faire un petit test, tenter de se connecter à la base, récupérer un restaurant. On a besoin d'avoir un Hibernate Provider. Oui. Il nous faut aussi une instance de configuration source. Il nous faut aussi un entity scanner. Donc, on va devoir créer tout ça. Ok. On va lancer l'appli pour voir si ça fonctionne. On lance. Et oui, notre application fonctionne sans plantage. Voilà, notre requête est là. Tout fonctionne. Ok. Tout fonctionne sans problème. Parfait. Et voilà, les pompiers du code, mission accomplie. On a réussi à éteindre le feu en appliquant le principe de séparation des responsabilités. Chaque classe a maintenant un rôle clair qui rend notre architecture plus lisible, plus testable et surtout plus facile à maintenir. Fini les classes fourre-tout qui prennent feu à la moindre étincelle. Mais attention, on n'a pas fini le boulot. La prochaine étape, c'est de s'attaquer aux couches DAO, Data Access Object, pour continuer à structurer notre code comme des pros, toujours en respectant les principes solides. Alors, si vous voulez voir comment on va injecter nos dépendances et organiser notre persistance proprement, abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rien louper. À très vite pour la suite du chantier.